Alors, mes premiers terrains, je dirais, les premiers terrains et les premiers thèmes de mes recherches autour de ce qui concerne l'Institut Convergence Migration ont concerné l'Afrique et la question des réfugiés. Après avoir pris conscience de l'importance de cette question en Colombie, avec le phénomène qu'on a appelé la guerre intérieure ou la violence interne, qui provoquait des déplacements de population, les IDP, les déplacements de ce qu'on appelait les desplazados. Et donc la question que je me suis posée à ce moment-là, c'était comment est-ce que face à des violences, un désœuvrement créé par l'obligation de fuir précipitamment des guerres, entre en l'occurrence les guérillas, les militaires et les paramilitaires, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe. Et donc mes terrains africains à la suite, à partir de l'année 2000, concrètement, ont porté d'abord sur les camps de réfugiés et des gens qui, très concrètement, fuyaient ou avaient fui les guerres, quitte à se retrouver ensuite dans d'immenses camps de réfugiés, comme le camp de Dadaab au Kenya, qui était, jusqu'à l'existence des camps Rohingyas en Birmanie plus récemment, qui étaient alors les plus grands camps, le plus grand camp de réfugiés au monde, avec environ 300-350 000 personnes. Donc, pendant plusieurs années, je me suis intéressé à cette question, le rapport entre la guerre, le passage des frontières, l'encampement. C'est à ce moment-là que j'ai imaginé la nécessité de ce concept-là, et l'énorme dispositif humanitaire global, mondial, qui s'est mis en place un petit peu à la marge des États, finalement, ou pour la prise en charge de ceux dont les États ou les sociétés ne voulaient pas, c'est-à-dire finalement les indésirables autant que vulnérables. Et donc là, entre le langage humanitaire de la vulnérabilité et le langage sécuritaire de l'indésirabilité, il y a un choc qui m'a intéressé, qui m'a amené à faire cette anthropologie politique du gouvernement humanitaire au sens d'un dispositif global qui assure le gouvernement de toute cette population reléguée, certains apatrides, c'est le cas des Palestiniens ou des Rohingyas, d'autres qui ont toujours une nationalité mais dont ils n'ont plus l'usage en tant que citoyens, et donc la condition réfugiée et la mise en camp en général pose toujours le problème de la citoyenneté. Alors, ce terrain-là, en effet, a posé des questions méthodologiques et d'accès au terrain. Et donc, pour moi, tout en étant effectivement à l'IRD et à l'EHESS, qui était aussi la question de la réflexion et de la transmission, de la formation par la recherche, comme on dit, évidemment, la question de l'accès au terrain s'est posée, et c'est par la relation avec Médecins sans frontières que j'ai pu avoir accès à ces terrains, tout en gardant tout à fait mon indépendance et mon autonomie et ma liberté de parole que j'ai largement utilisée. Mais ça m'a intéressé d'être dans une recherche qui se confrontait aussi à la question pratique, non seulement de la condition des gens qui étaient là, mais aussi de comprendre le dispositif qui lui-même avait un regard sur les gens qui étaient là. Donc j'ai pas fait une anthropologie ou une ethnographie des réfugiés ou des migrants. Je fais une anthropologie ou une ethnographie des dispositifs qui gouvernent, prennent en charge ou excluent ces populations, comme on dit, ces populations en déplacement. Dans le même temps, donc pour moi, ce qui a été très déterminant, très important dans ma trajectoire, a été le lien avec Migre Europe, à travers des personnes comme Claire Rodier, Isabelle Saint-Saëns ou d'autres qui ont pu jouer un rôle très important, Olivier Clochard, qui est à la fois à Migre Inter et à Migre Europe. Et donc ça, c'était intéressant parce que ça met en relation, on doit dire, d'intérêts réciproques des chercheurs qui peuvent s'inscrire individuellement dans Migre Europe et des associations très nombreuses, une cinquantaine d'associations euro-africaines qui sont dans cette structure-là. Et donc là, il y a une circulation d'informations qui est très intéressante. Migre Europe a aidé à la formation parmi les chercheurs de cette thématique-là et de la valorisation de cette thématique-là. Dans les sciences sociales, dans l'histoire des sciences sociales, il y a des recherches sur les migrants et les réfugiés depuis plus longtemps. Pas depuis si longtemps que ça, mais enfin bon,
on a tous en tête le travail d'Abdelmalek Sayad, mais qui fait un peu figure d'exception, quoi. Dans les années 60, 70, 80, 80, 90, il y a davantage de recherches, mais en général, cette recherche sur les migrations est assez peu légitimée dans les sciences sociales, parce que précisément, elle est délocalisée, elle est attachée elle est une forme de la mondialisation. Et ça, les sciences sociales en France en particulier ont du mal à conceptualiser des trajectoires et des spécialisations sur ces thématiques-là qui sont délocalisées, déracinées et souvent qui ont affaire à plusieurs approches disciplinaires. En fait, pour moi, ça a été une manière d'accéder pour l'anthropologie, du point de vue de l'ethnographie aussi, à des thématiques comme la globalisation, la mondialisation ou la planétarisation, comme disait Marc Augé. J'aime bien ce terme-là parce qu'il a aussi un côté géographique, on est dans l'espace. Et pour moi, c'était accéder à cette thématique-là. Et donc, dans sa globalité, les transformations sociales, les transformations culturelles très importantes qui sont provoquées par des déplacements forcés dans ce que j'avais étudié, en tout cas au début, et après plus ou moins forcés, plus ou moins voulus. Et alors là, la question de la migration forcée ou la migration désirée est très très complexe et évidemment je la relativise en m'intéressant aussi aux politiques qui font le tri des populations, et pour moi la question du tri a toujours été déterminante dans ce gouvernement des indésirables. Et donc pour moi ça a été plutôt ça d'abord, et puis je pense que ce que j'ai apporté lorsque dans les années 2010, on va dire, les questions migratoires sont arrivées en Europe avec toutes les crises politiques qui ont engendré cette préoccupation publique. Moi, ce que j'ai amené, on va dire, avec d'autres, notamment beaucoup de chercheurs de l'IRD, c'est des terrains lointains, c'est des terrains qu'on considérait lointains, mais tout d'un coup, le Sud et le Nord se sont rapprochés dans cette problématique des migrations, notamment en Europe. Donc moi, au départ, j'étais sur des terrains d'abord latino-américains, puis africains, entre le Kenya, la Zambie, la région de la Mano River. Et puis après, j'ai été tiré d'une certaine façon vers cette problématique migratoire, disons, on va dire, à partir de 2012, 2013, 2014, 2015, évidemment, où là, toutes ces choses se sont trouvées concentrées autour de la crise européenne face aux migrations, et notamment aux migrations forcées des Syriens, des Afghans, mais aussi d'Africains de l'Est, et après un petit peu de toutes les populations qui sont dans ces situations-là. Pour moi, les programmes soutenus par l'Agence nationale de la recherche ont commencé avant ceux, voilà, les plus marquants, on va dire, des années 2014-2015. Il y a eu notamment le programme Transguerre qui j'ai lancé et qui a été coordonné ensuite par Rémi Bazenguissa et Sami Maki, qui faisait le lien précisément avec les effets de la guerre, les formes de violence et la traduction de ces formes de violence dans les dispositifs humanitaires. Donc c'était cet aspect-là qui pour moi a été au début assez marquant dans mes travaux. Et il y a eu évidemment le programme Paysage global de Caen, avec un programme plus général qui s'appelait Mob Globe, qui était coordonné par Catherine Wittel-de-Wenden avec Hélène Thiollet. Et là, dans ce cadre-là, le Paysage global de Caen, en fait, ça a donné l'ouvrage Un monde de Caen, avec une collaboration d'une trentaine de collègues européens ou autres, enfin français, européens et autres, de Proche-Orient, etc., où on a essayé de dessiner un petit peu cette cartographie générale des camps dans le monde, quoi. Et en même temps, d'ailleurs, on parlait de Migre Europe, et bien Migre Europe faisait déjà depuis quelque temps sa cartographie des camps en Europe. Donc c'est quelque chose sur toutes les questions de l'encampement, on va dire, qui sont allés jusque-là, quoi. Et puis après, il y a eu donc ce programme-là, et puis après le programme Babel, quoi, qui était une réponse à l'ANR, un flash asile, qui était un appel sur les effets de la crise de l'accueil, quoi, des années 2014, 2015, 2016. Donc ce programme Babel
que j'ai dirigé et qui a été coordonné par Stéphane Lecourant, a été effectivement assez important et marquant parce que on a d'emblée organisé la collaboration avec le monde associatif, avec les migrants eux-mêmes, dans la mesure où on trouvait comment faire que leur prise de parole était possible, notamment poétique, artistique, et, euh, et, euh, et donc ça a donné ces petits ouvrages, les petits ouvrages Babel qu'on a ensuite regroupés plus récemment dans un seul ouvrage qui s'appelle Babel, enquête sur la condition migrante. Et là, c'est la question de la condition migrante dans son ensemble, aussi bien depuis les lieux de départ, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, en Afrique ou en Syrie, au Liban, et puis voilà un peu les parcours, essayons de refaire les parcours à travers la Méditerranée ou par la Turquie, l'Allemagne, etc., pour essayer de donner cette image d'ensemble de ce qu'a pu être une crise de l'accueil, avec des formes d'accueil et des formes d'hospitalité très importantes dans la société civile, donc des mobilisations de la société civile qui ont été très importantes et dont on voulait aussi rendre compte dans ce programme. Et donc, voilà, c'était un programme aussi où on a beaucoup collaboré avec des associations, avec des maires de petites villes qui sont venus nous raconter un peu les manières dont ils organisaient eux-mêmes l'accueil. Et puis pour moi, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu la proposition portée par François Héran de créer cet Institut Convergence Migration qui est arrivé d'une certaine façon dans la continuité. Ce qui a été exceptionnel et vraiment très intéressant dans l'expérience de l'Institut Convergence Migration, c'est d'avoir eu la possibilité de monter un peu tout ce qu'on avait en tête qui pouvait être nécessaire, aussi bien sur les thèmes que sur les manières de travailler. Donc dans la direction du département Policy entre 2018 et 2022, pour moi, ce qui a été important, ça a été de lancer des petits collectifs autour de certaines thématiques, quoi. Et donc avec les différents coordinatrices, coordinateurs tout au long de cette période, de Sarah Casella à Emeline Zougbédé, en passant par Damien Simoneau, on a imaginé et on a suscité au début, il fallait le susciter et après ça s'est fait un peu tout seul, des ateliers, des équipes qui allaient apprendre aussi avec des jeunes docteurs, des jeunes doctorants, des chercheurs de différentes générations qui se mettaient ensemble sans se demander les uns les autres de quelle discipline tu es, c'était simplement sur quel thème tu travailles. Et là, en lançant donc des projets, en apprenant d'une certaine façon à répondre collectivement à des appels à projets. Et là, le fait que l'ICM même avait ces appels à projets, bon, c'était un peu fantastique, quoi. C'est une expérience qui est assez exceptionnelle et qui a permis aussi de faire cette pédagogie de la recherche collective pour beaucoup de chercheurs, de jeunes chercheurs et de chercheurs en général. Ça a été très intéressant. Moi, ce qui m'a paru d'emblée important, c'était d'avoir davantage d'intérêt sur la question des droits, du droit en général et des droits des migrants, des droits des réfugiés, des droits de l'asile, mais du droit aussi de la mobilité, du droit de la migration. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi pas mal de collègues venant des disciplines juridiques qui ont pu intégrer, mais évidemment aussi les choses sur les transformations familiales dans le contexte de la migration, sur les mobilisations politiques, sur les soutiens, sur les questions de l'hospitalité, bien sûr, etc. Donc voilà, tous ces thèmes-là ont pu trouver non seulement un accueil dans l'ICM, mais un moyen de se développer. J'ai eu le sentiment que, faisant de la recherche comme employé par l'État et donc payé par les impôts, il fallait que je rende ça à la société et le rendre le plus possible parce qu'on doit démontrer en quoi la recherche est nécessaire à la société, et la société ou les sociétés ont évidemment le droit de répondre et de donner leur avis sur ce qu'on dit à propos de la société et des sociétés. Et donc là, il y a une manière d'avoir un échange qui implique, il y a une nécessité de cet échange, je crois, qui implique d'avoir une forme ce que, du point de vue de l'anthropologie, je l'appelle l'anthropologie publique, c'est-à-dire de rendre publique l'anthropologie en faisant connaître
de toutes les façons possibles le travail. Cette dimension-là de l'anthropologie publique, elle fait partie de mon projet personnel, et donc ça va de soi que quand on fait une recherche, on imagine aussi à quoi elle répond à quelque chose dans la société ou dans les sociétés, et de quelle façon on va rendre ce qu'on reçoit de ces terrains. Ce qui est le plus compliqué dans ces cadres-là, c'est de faire entendre la complexité, puisqu'on est toujours, tous les chercheurs n'arrêtent pas de dire « Ah, mais c'est bien plus complexe que ce que vous croyez ». Et à ce moment-là, souvent, les journalistes vous disent « Non, non, mais alors attends, on ne va pas rentrer dans le complexe, on n'aura pas le temps. » Et donc, il faut arriver à faire entendre la complexité. Toujours, la première question que les gens posent, c'est je veux avoir un travail, je veux faire quelque chose, et même je veux rendre l'accueil qu'on m'a donné en travaillant. Bref, la relation se crée à travers ce faire, ce travail, et je pense que ça, c'est une manière de répondre à toutes les questions, aussi bien à ceux qui posent des questions sur l'intégration qu'à ceux qui posent les questions sur la délinquance ou je ne sais quoi, ou des migrants qui veulent prendre les bénéfices de l'État social et je ne sais quoi. Non, la réalité, c'est que tout le monde a envie de participer. Je vois plutôt ça comme une forme de participation sociale. Cette dimension-là, elle est importante. Donc le travail et la migration et le travail, et toutes les formes de mise en relation à travers le travail. Il y a autre chose alors qui part d'une interrogation politique, mais qu'on trouve absolument partout et tout le temps, c'est le fait de donner une forme de participation citoyenne à des gens qui viennent d'ailleurs, on va dire. Et donc, par exemple, ce serpent de mer de la participation électorale aux élections municipales des immigrés après, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans, 5 ans, comme on voudra, mais qu'au moins cette perspective-là existe. Puis l'autre dimension à laquelle je me suis mis depuis maintenant, on va dire 2 ans, un peu plus de 2 ans, en reprenant mes travaux plus anciens, c'est tout ce qui est en dessous des polémiques à propos de migrants, d'étrangers, etc. Donc pour ça que moi je pense que c'est important d'avoir des travaux d'historiens et d'histoire du présent, comme on dit, pour refaire un peu l'histoire de la continuité du monde impérial, colonial et postcolonial, et de constater que si on a encore tellement de polémiques sur un phénomène qui est un phénomène humain absolument normal, naturel, enfin on peut mettre tous les termes qu'on veut, s'il y a tellement de polémiques là-dessus, c'est qu'on a une vieille affaire, on a une infrapensée raciste, un racisme très ancien dont on ne sait pas d'effet et qui a besoin aussi bien d'un regard historique sur le colonial, le postcolonial et le contemporain que d'un regard aussi je dirais, philosophique, psychologique, anthropologique sur la violence de l'altérité à travers le racisme. Alors là, effectivement, ça va voir dans les plus profondes, les profondeurs anthropologiques de comment on traite l'altérité, pourquoi on a besoin de ce bouc émissaire qui peut avoir été juif, musulman, noir, enfin tout ce qu'on voudra. C'est une figure récurrente qui est assez obsessionnelle des sociétés, quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'en fait, en tout cas, si on veut être dans comme je disais tout à l'heure, dans l'intervention publique et faire quelque chose, quoi, pour changer quelque chose au débat public, cette question des multiples formes manifestations du racisme me semble prioritaire.